ساو باولو وتحديدا من مويما رح نتعرف اليوم على شخصية بارزة برازيلية من أصل لبناني، أمير كلينك، هالملاح اللي صارت شهرته عالمية. خلينا ندخل إلى منزله لنتعرف عليه من قريب. Monsieur Amir Klink, merci de nous recevoir ici dans votre jolie maison à Sao Paulo. Vous êtes navigateur, économiste et écrivain. Vous êtes né à Sao Paulo en 1955 après que votre père, Jamil Klink, a immigré du Liban après la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous un peu plus sur les conditions de cette immigration. Et mon père était un Libanais voyageur et il a vécu en Iran une douzaine d'années. Après, il a eu des affaires partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Et il s'est enchanté par un petit village où on a nos affaires aujourd'hui. C'est un village entre Rio de Janeiro et Santos, un village tout petit, historique et assez important aujourd'hui du côté de l'histoire du Brésil. En tout cas, on remarque combien ce village vous a influencé puisqu'il était à côté de la mer, d'où votre choix d'être navigateur. Et il a décidé de s'installer au Brésil. Il travaillait au début avec les tissus, des fabriques de tissus. Après, il a acheté des fermes. Alors, on a eu toujours une vie très, très attachée aux champs, aux travaux avec les animaux et la terre. Et je ne sais pas exactement comment, mais moi, je me suis passionné par le monde des bateaux, des voyageurs en bateau. Dès votre enfance? Dès l'enfance. Oui. Votre mère est suédoise. Qu'avez-vous retenu de cette culture? Dans notre famille libanaise, il y a eu des cousins qui se sont mariés avec des Européennes, des Suédoises. Mon père a connu ma mère ici, elle était immigrée aussi. Et elle s'est fortement attachée à la culture libanaise parce que la sœur de mon père, elle était déjà au Brésil. Et alors, on a eu une éducation assez attachée aux histoires libanaises et tout ça. Et pendant quelques années, moi, je visitais assez souvent le Liban. Pendant votre enfance? Oui. Avant que je commençais à connaître les bateaux, moi, j'ai eu la chance de visiter tous les cousins et tous les oncles au Liban. Je vois combien vous êtes attaché au Liban. Je voulais juste savoir si votre père vous parlait du Liban et parlait en arabe en votre présence. C'est dommage parce que ma mère, elle ne parlait pas l'arabe. Alors, on a appris le français et l'anglais. Et eux, ils étaient fiers de parler en portugais. Et comme les deux, ils écrivaient assez bien, ils aimaient beaucoup la langue écrite. Ils le faisaient assez bien. Et moi, on écoutait toujours des histoires fantastiques qu'il avait eues au Liban, en Orient. Mais moi, je ne parle pas l'arabe et ça me gêne un peu. Vous avez des frères et des sœurs, j'imagine. Je voulais juste savoir comment étaient vos relations avec eux, étant petits, et s'ils vivent ici, au Brésil? Ils vivent aussi au Brésil, ils ont tous déjà été au Liban. Et comme moi j'étais l'aîné, le premier fils, je me suis au début occupé des affaires de mon père. Et au moment où j'ai commencé l'histoire de la passion pour la mer et les bateaux, j'ai décidé de quitter tout ce qui était lié à la famille. J'ai commencé mes affaires que j'aime beaucoup, et qui en fait sont tous liés à la mer. Bien sûr, on est là pour ça, on va en parler. Vous êtes diplômé en économie, en administration d'entreprise, mais vous avez opté pour l'aventure en mer. Pourquoi? Est-ce que c'est dû au fait que vous avez grandi à Paraty, à côté de la mer? Vous avez déjà planifié d'être navigateur? Non, je ne pensais pas être un homme de la mer, mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans les fermes et dans d'autres affaires qu'on a eues à Paraty, moi je m'intéressais beaucoup à la façon de faire les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on travaille avec des bateaux, on fait des voyages pour tous les coins difficiles du monde, mais d'une façon différente. Moi, je fais mon propre équipement. Je n'ai pas aucun plaisir à voyager par le monde sur un beau bateau américain ou français. C'est-à-dire que vous confectionnez les bateaux... On fait le projet, on fait les dessins, la conception, on fait les systèmes techniques, hydrauliques, le concept philosophique des bateaux, des équipements, on fait nous-mêmes. Donc vous adaptez chaque bateau
au voyage que vous entreprenez? C'est un défi différent. Moi, j'aime plutôt le défi de penser à un bateau que les Américains ne vont jamais comprendre et qui aura 3 ans, 4 ans d'autonomie complète dans n'importe où dans le monde, que d'être sur un beau bateau de luxe en Méditerranée. Ça, j'aime pas du tout. C'est-à-dire, avant d'entreprendre votre exploit, votre aventure, il y a des recherches, il y a le bateau que vous allez confectionner. Donc, c'est vraiment des années de préparation, à part l'expérience de l'aventure elle-même. C'est un procès qui est très attachant et que j'aime beaucoup, parce que c'est même pas le défi de penser, de dessiner, de faire des choses qui n'ont pas été faites avant, mais c'est le défi d'entraîner des gens pour faire. Alors on a fait notre propre chantier spécialisé en alu, par exemple, en aluminium, avec une technique qui n'était pas connue aux États-Unis ni même au Brésil, et c'est ça ce qui me passionne. Alors on est très attaché au bateau qu'on construit, et le voyage finalement c'est la dernière page de ce process. Avant de passer à votre carrière qui nous intéresse énormément, je voudrais savoir quels sont vos souvenirs d'enfance qui vous ont marqué le plus? Je pense que c'était l'expérience de voyage de mon père qui nous fascinait quand on était petit, parce qu'il avait vécu dans beaucoup de différents pays, presque, je ne sais pas, 7, 8, dizaines de pays différents. Alors on était toujours assez curieux des autres coins du Brésil, par exemple l'Amazonie, des endroits, la Patagonie, il nous a emmenés. Donc il était lui aussi quelque part un aventurier à sa façon. D'une autre façon, il était un aventurier du monde des affaires, mais il avait des valeurs assez intéressantes. Il n'était pas attaché à la richesse, aux propriétés, mais à des valeurs très morales, très personnelles. Il s'en fichait de faire... Un vrai Libanais. Oui, et cette passion qui n'avait aucune liaison avec le monde du voyage ou des bateaux, d'une façon, je pense, elle nous a beaucoup touchés. Alors aujourd'hui, moi, je m'en fiche d'avoir des fortunes ou des grosses affaires, mais j'aime beaucoup faire des choses qui sont authentiques, où on a plongé dans tous les détails pour qu'elles arrivent et deviennent belles. Bien sûr, de vivre vraiment le moment. Oui, moi j'aime. Alors je préfère avoir une maison plus modeste et avoir des bateaux infernales et assez puissants et tout ça. Parce que la mer, c'est votre demeure. Oui, la demeure ici est une escale qu'on aime beaucoup. On a la famille, on est toujours très attachés, mais on aime voyager. ولد أمير كلينك بساو باولو سنة 1955 من بعد ما هاجروا أهله من لبنان إلى البرازيل بالحرب العالمية الثانية. هو ملاح واقتصادي وأيضا كاتب، وهو صغير عاش بريو دي جانيرو على الساحل البرازيلي، ومن هون كان شغفه الكبير للبحر اللي جعل منه من أهم الملاحين بالقرن العشرين وال21. لتكتشفوا أكثر عن سيرته المهنية خليكن معنا من بعد البريك الإعلاني. Donc vous êtes membre de la Royal Geographical Society et consultant aussi au magazine National Geographic. Vous avez entamé votre première expérience en mer en 1978 lors de la traversée Santos Paraty. Racontez-nous un peu plus à propos de votre première expérience. Et pour moi, ce n'était pas une expédition, un défi. Moi, j'étais à cette époque-là, j'ai commencé à découvrir que chaque coin du Brésil, à chaque endroit, il y avait une façon différente de faire des bateaux locaux. Et ça m'a beaucoup passionné. Et je commence une petite collection de pirogues en bois. J'aime beaucoup le bois. Je connaissais bien les arbres parce qu'on avait les bois vivants à Paraty, dans la maison, dans une petite plage qu'on a toujours. Et
alors j'ai décidé de faire comme les anciens pêcheurs faisaient, des voyages au long de la côte. Et ça a été un genre d'initiation au voyage en mer ouverte. Votre plus grand projet fut la traversée de l'Atlantique en 1984, répertoriée dans le Guinness Book alors que vous n'aviez que 29 ans. Mais avant cet exploit, vous avez fait beaucoup de recherches. Combien de temps avez-vous pris avant de commencer l'aventure en mer? À cette époque-là, moi, j'étais fatigué de travailler dans les banques avec de l'argent. J'ai décidé de travailler avec le bétail, avec les buffles à Paraty, faire du fromage. Et j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la littérature française. Et je lisais de récits de gens qui ont fait des voyages en solitaire. Et ça m'a beaucoup fasciné l'expérience d'être seul en mer. Et les techniques pour voyager seul, pour naviguer autour du monde. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de tentatives d'essais de traverser l'Atlantique Nord à la rame, dans des petits bateaux à l'aviron, à rame, sans moteur ni voile, qui ont échoué. Et les raisons pour lesquelles ces voyages ont échoué m'ont beaucoup fasciné. Et c'est là où vous vouliez faire vos recherches pour savoir pourquoi. D'abord, je pensais qu'il fallait être très fort et résistant, mais les échecs étaient dus à des causes techniques que j'aimais beaucoup. La quantité d'eau, la navigation astro, la résistance des matériaux, l'équilibre, le ballastage en haut du petit bateau, des choses comme ça, que je connaissais déjà assez bien. Et je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas ramé sur des rails pour profiter de la force des jambes, à la fois de ramer avec les bras seulement, c'est idiot. Et comme ça, petit à petit, je me suis vu dans le chemin de faire un voyage en Atlantique Sud, où la distance était beaucoup plus grande et il n'y avait pas eu de tentative même avant. Oui, vous étiez le premier. Finalement, dans le monde et qui a réussi. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant il y a une trentaine d'années, il y a eu d'autres tentatives en Atlantique Sud et aujourd'hui dans l'Atlantique Nord, il y a des centaines de traversées qui se sont tout s'est bien passé. Mais l'Atlantique Sud, je ne sais pas pourquoi, il est très peu fréquenté par les rameurs. Mais ça, c'était une seule expérience, c'était Vous n'avez plus repris cette expérience? Non, c'était une expérience. Est-ce que ça vous tente de le refaire ou vous êtes toujours à la recherche de nouveautés? Oui, de nouveaux défis, quoi. Ça m'embête un peu de refaire les mêmes choses, mais ça a été une expérience au Brésil, elle a fait beaucoup de bruit au début parce que tout le monde disait c'est une folie, ça ne va pas marcher, mais comment le corps ne va pas résister, Ça vous a pris combien de temps? 100 jours. 100 jours et 6 heures et 30 minutes. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette expérience. Vous avez eu peur, vous avez eu froid, vous avez eu faim, vous étiez heureux, vous étiez inquiet. Au début, je pensais faire en été, quand la mer est plus calme, plus douce, mais je me suis rendu compte que les problèmes, ce n'était pas les vagues de 15 mètres de hauteur, les vents, les tempêtes. Le plus grand problème, c'était comprendre les courants, les gros courants océaniques qui composent le système anticyclonique de l'Atlantique Sud. Et à cause de ça, je devais faire une courbe pour profiter le plus possible, pas des vents favorables, mais des courants constants. Et ça, avec le temps, ça s'est devenu un défi assez intéressant parce que je lisais beaucoup, j'étudiais, je bavardais avec les commandants des bateaux qui faisaient des traversées, des remorqueurs qui remorquaient des plateformes océaniques et tout ça. Et finalement, j'ai fait un tout petit bateau, un bateau classique, pas un bateau moderne. Et je m'intéressais déjà aux bateaux modernes, mais je savais que j'avais besoin d'un bateau qui n'était pas dessiné seulement pour naviguer, parce que je rame 12 heures par jour, 10 heures par jour, et le reste du temps, comme un pêcheur, le bateau ne doit pas naviguer, il doit rester à la dérive. Et travailler avec un architecte, un ingénieur conventionnel d'une belle école américaine, il ne comprend pas qu'il doit dessiner un bateau pour ne pas naviguer en même temps. Et je pense que le succès du projet, c'était exactement ça. Et ça a été une traversée assez rapide, plus rapide que les traversées. Ça fait quoi de rester seul en mer 100 jours? Être seul, c'était un problème complètement
minuscule, mineur par rapport aux autres défis. Alors, j'ai dû découvrir une discipline de travail. Il n'y avait pas le GPS à cette époque-là. Je devais naviguer par les étoiles et le soleil. Et ça a été une expérience assez belle parce que finalement, j'ai décidé de partir en hiver avec des grosses tempêtes, mais les tempêtes, elles s'éloignaient de la côte africaine. Et le premier grand défi, c'était vraiment de me désattacher de l'Afrique pour trouver ces courants océaniques. Et vous alliez vers les tempêtes, c'est-à-dire? Oui, j'ai choisi un petit port qui s'appelait Lüderitz et j'ai décidé de partir de ce port. Et j'ai eu beaucoup de problèmes des papiers parce que les autorités de la marine sud-africaine, à l'époque la Namibie était... Sachant qu'il y a des difficultés dans les papiers à faire pour la traversée d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est assez fréquent. Et finalement, j'ai réussi à partir d'où je voulais, le petit port colonial allemand de Lüderitz, dans un désert au milieu de l'Afrique, d'une côte très dure, très difficile à cause du mauvais temps, mais qui m'intéressait beaucoup à cause des courants qui s'éloignent de la côte. Et une fois qu'on est à plus de 300 000 de la côte, en pleine mer, la vie elle est belle. Et il suffit de travailler dur et de penser bien à la stratégie et tout va bien finir. Votre second grand exploit fut réalisé en 1989 quand vous êtes parti de l'Antarctique à l'Arctique en 642 jours, bien sûr face aux mers les plus difficiles et en courant 27 000 miles marins. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Bon, en fait, le vrai défi, l'exploit, c'était après la traversée, j'ai décidé d'écrire un bouquin. Et ce bouquin a fait un gros succès au Brésil, jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de ce bouquin, j'ai décidé que j'ai beaucoup aimé l'expérience d'être en mer. J'ai décidé de faire un bateau à voile en aluminium. C'était le bateau à rame, c'était un bateau en bois moulé que j'ai fait moi-même, en très très beau matériel, mais c'était pas fait pour les glaces. Alors je décide de faire un bateau en aluminium avec 3 ans et demi d'autonomie complète. Et mon rêve, c'était pas d'aller en Antarctique, c'était de passer une année entière en Antarctique et d'une certaine façon de pouvoir être propriétaire du temps. J'avais l'envie d'avoir une année entière pour moi-même. Une année sabbatique pour vous. Une année pour faire tout ce que j'aime. Plonger, escalader. Et pourquoi l'Antarctique? Parce que j'étais déjà passionné par les récits des anciens navigateurs de la phase héroïque de la découverte antarctique. Je connaissais déjà des amis français qui avaient fait des exploits en Antarctique. Il y avait 3 hivernages en Antarctique sur des petits voiliers, mais toujours en groupe ou en couple. Et ils ont toujours eu des problèmes de rapport humain. Et je décide alors de passer une année, à cause de ces amis français, ils m'ont dit, si tu vas passer une année entière tout seul en Antarctique, essayez d'être vraiment seul. Donc c'est important, je remarque combien pour un navigateur c'est important d'être seul, malgré que plus tard vous allez faire vos exploits avec votre épouse, on va en parler, mais cette solitude, qu'est-ce qu'elle vous ramène? C'est pas la solitude, c'est le défi technique de manier, de commander un engin complexe vous-même, soi-même. C'est pas facile, en même temps c'est passionnant parce qu'on apprend à valoriser les travaux des autres, des gens qui nous ont aidés avant, des gens qui tous les jours nous servent, tout ça. C'est comme une sorte de méditation aussi. D'une façon, oui. D'autre façon, c'est un apprentissage technique qui, une fois dans la vie, c'est assez important. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en Antarctique? On ne peut pas dormir. Quand je ramais au milieu de l'Atlantique, c'était facile. C'était 7000 km, il suffisait de ramer 10 heures par jour. Mais quand on commande un voilier, c'est difficile. Il navigue tout le temps en haute vitesse et pendant qu'on dort, le bateau continue à naviguer. Vous ne pouvez pas l'arrêter? Non, c'est impossible. Mes tantes au Liban, elles, une fois m'ont demandé, mais comment où vous en passez la nuit? On n'arrête pas. Alors on peut jamais dormir plus que 40 ou 50 minutes. C'est 5 fois par jour, c'est tout ce qu'on peut
se reposer un peu plus. On peut pas rester... Et après, vous vous habituez à ça ou non? Oui, c'est difficile même à s'entraîner à terre, on ne peut pas s'entraîner à faire ça, il faut être en mer. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup ce genre de navigation tense et difficile. Et chaque journée de beau temps, ou les journées où on fait des grosses distances, des grandes distances, ce sont des journées de grand plaisir, même s'il y a du mauvais temps, s'il y a des grosses vagues de 10 mètres, 15 mètres, et même quand on va vite, quand on produit beaucoup de milles marines par jour, on est content, même si le temps est mauvais. Ça m'a beaucoup étonné au début. C'est une satisfaction personnelle, c'est un défi que vous vous lancez. En tout cas, vous adorez vous lancer des défis et vous êtes passionné de la mer, c'est ce qui vous rend un grand navigateur. C'est pour cela que vous réussissez vos exploits aussi. J'aime pas souffrir et je pense qu'on peut avoir du confort, mais c'est un travail très lourd, mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Et j'ai construit un bateau assez confortable, puissant, compétent, résistant, et j'avais 40 mois d'autonomie complète. Et d'une certaine façon, avoir 40 mois d'autonomie et arriver en Antarctique, choisir un coin où vous allez rester 15 mois dans le même coin, complètement indépendant du monde, sans aucun genre de possibilité de contact, c'est une façon de vivre le propre futur. J'étais 3 ans en avance par rapport à mes copains, mes amis à Paraty ou à São Paulo. Et j'ai beaucoup aimé, ça a été une belle expérience. Tout le monde disait « Ah, mais toi, tu n'as pas d'expérience. » J'avais pas beaucoup d'expérience sur les voiliers, je connaissais pas le monde du voilier, c'est complètement différent d'un petit bateau. Et ce bateau, je l'ai toujours, c'est un bateau qui est toujours en pleine forme, qui a fait 3 ou 4 dizaines de voyages, vous êtes toujours en perfect. Autant passionné de la mer que des bateaux, je vois. Oui, parce que en fait, les bateaux sont l'expression de mes compétences techniques. Et on a en tout cas, vous, la mer et le bateau, vous ne faites plus qu'un en mer. Le bateau, c'est l'expression de notre compétence technique. Votre 3e exploit fut réalisé 10 ans plus tard, en 1999, avec la circumnavigation de l'Antarctique tout seul, face aux vagues de 12 mètres de hauteur et aux mers les plus difficiles. Racontez-nous un peu plus sur cette grande aventure. Mais le vrai exploit, ça a été la décision de faire un chantier pour faire les bateaux de la façon que je voulais. Alors on a décidé de commencer un chantier complètement différent du modèle économique conventionnel. On n'était pas, on voulait pas faire de l'argent ou des bateaux impressionnants. On voulait faire les bateaux que les autres n'arrivent pas à faire, que les Italiens ne savent pas comment faire. Seuls les Phéniciens savent faire. Peut-être, les Phéniciens. Mais des bateaux intelligents, des bateaux avec beaucoup de capacités simples, très simples, très confortables, très puissants, des bateaux qui pouvaient rester des années en mer sans toucher terre. Et alors je décide de changer mon bateau en système de mât autoportant, sans les aubans et tous les câbles d'acier. On a choisi une technique en fibre de carbone très osée et je décide de faire un test. En fait, le voyage c'était un test et le test plus important, ça serait de faire le tour de l'Antarctique par les mers plus difficiles et compliquées. Et ça a été un voyage difficile mais que j'ai beaucoup aimé. Et 5 mois plus tard, j'arrive dans la même petite maison de Paraty, d'où j'aime toujours partir. J'aime beaucoup. C'est votre port d'attache. Oui, c'est mon port d'attache et c'est un privilège de pouvoir partir d'une toute petite plage à nous-mêmes, sans voisins, avec une seule maison que je l'ai fait moi-même et 5 mois après ou 2 ans plus tard, revenir sur exactement le même coin. Et j'arrive avec un bateau qui a beaucoup souffert, mais qui était en pleine forme. Et ça, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 voyages antarctiques. Et peut-être ce que j'ai conquis, c'est que j'ai jamais eu aucun problème technique en mer. Je suis toujours arrivé
en conditions de En bonne condition. Parfaite condition. Jamais vous avez Jamais rencontré. je pense qu'on est le seul C'est la bonne groupe. chance Oui. aussi, parce que vous êtes très bien préparé. C'est pas la bonne chance. Mais moi, je ne crois pas à la chance. En la chance. C'est le bon travail. C'est le bon travail qu'on a fait avant. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'arriver content, en forme. En plus des voyages en mer, vous êtes fan des voyages en motocyclette à travers l'Amérique latine. Est-ce que vous ressentez les mêmes émotions qu'en mer? Je ne vois pas ça comme un sport, la bicyclette, le parachute, l'avion, l'hélicoptère. Bien sûr, on aime beaucoup ces machines, mais moi j'aime plutôt le défi d'arriver dans des coins que j'aime. De découvrir de nouveaux endroits. Oui, j'adore voyager par terre. Ça n'importe pas si c'est à pied, en bicyclette, en moto. J'ai fait beaucoup de voyages en moto. Tous les ans, on fait 3 ou 4 voyages en voiture vers la Patagonie, la Terre de Feu. On voyage aux Andes, en Afrique, en Europe. Mais j'aime beaucoup voyager d'une façon authentique, et connaître les gens des endroits et surtout de pouvoir m'appuyer sur des équipements qu'on contrôle, qui nous emmènent et qui puissent nous faire rentrer, nous ramener à la maison. Après chaque exploit, après chaque voyage, qu'est-ce que vous ressentez? La satisfaction personnelle, la fierté, le bonheur, le plaisir? C'est un peu triste parce que le voyage vient de finir. Et ce qu'on aime, c'est tout le process, ce sont les études, les travaux, les systèmes qu'on a développés, qui ont marché, il y a quelques autres qui n'ont pas bien marché. On a construit des bateaux qui sont très simples, très confortables, très puissants, qui peuvent rester des années entières en mer avec des solutions qu'on a développées nous-mêmes, avec des gens qu'on a formés nous-mêmes. Et on travaille avec des très beaux jeunes ingénieurs et la plupart ne comprennent pas comment ça marche en bateau. Et on travaille aussi avec des gens qui n'ont jamais vu la mer, qui ne savent même pas écrire et qui deviennent des professionnels connus dans le monde entier. Et des gens qu'on a formés nous-mêmes. On a trouvé dans les favelas à Itapevi, on a fait notre chantier. J'ai des terrains au bord de la mer, mais j'ai décidé de faire mon chantier loin de la mer, avec des gens qui se passionnaient par le travail lui-même. Et ça, c'est un grand plaisir, l'expérience de changer la vie des autres et de prendre des gens dans une favela à Itapevi de prendre des gens avec vous dans l'aventure. Oui, mais on a toujours des gens qui ne connaissent pas la mer, qui n'ont même pas navigué sur nos bateaux, mais qui sont entraînés par votre passion. Oui, et ils travaillent dans le monde entier. Ils font des soudages, des montages incroyables et des choses comme ça. Alors c'est un plaisir plus complexe que de simplement être en mer. Et dans ce système, on questionne tout. Moi, je questionne la façon de faire les maisons, les voitures. Une voiture, c'est une machine incroyablement idiote. Vous pouvez construire des bateaux très légers qui peuvent contenir des poids très lourds. Oui, mais j'appelle ça des bateaux intelligents ou efficaces. Moi, j'aime l'efficacité, j'aime l'intelligence. Je n'accepte pas la technologie d'une voiture top allemande, par exemple, parce que c'est une technologie pauvre. Le modèle de la voiture qu'on connaît, c'est un modèle vieux, commun. Pauvre. Oui, c'est très commun. J'arrive pas à comprendre. Une voiture électrique, c'est autre chose idiote. Ça ne marche pas. Moi, je veux une voiture électrique qui pèse 300 kg, pas 1500 kg. Moi, j'ai un bateau, mon dernier bateau, c'est un bateau de 80 tonnes qui peut transporter 200 tonnes. Et ça, c'est intelligent. Et c'est incroyable parce que ce genre de technologie, bien sûr, il y a dans quelques écoles avec quelques personnes vraiment intelligentes, des génies qu'on réussit à trouver, mais on trouve cette technologie avec des gens assez simples, des pêcheurs qui font les jangadas au nord du Brésil, en Amazonie, dans quelques coins de l'Afrique, dans les îles de l'Atlantique, probablement les Phéniciens qui ont beaucoup navigué, les navigateurs norvégiens, les Vikings et tout ça. Alors on a appris à découvrir
ce genre de technologie. Et ça, j'aime beaucoup. Et moi, d'une façon, j'ai exprimé ça sur le bateau que j'ai construit. أنا أمام بحيرة إبيرا بويرا وسوا رح نرجع نسترجع السيرة المهنية لأمير كلينك اللي كان أول ملاح بيقطع المحيط الأطلسي ب 100 يوم سنة 1984 وكان معروف أكيد للبروجكت أنتاركتيكا 360 اللي قطع القطب الشمالي ب 79 يوم. رح نرجع كمان نكتشف أكثر عنه وعن حياته العائلية من بعد البريك الإعلاني. Vous pouvez construire des bateaux très légers qui peuvent contenir des poids très lourds. Oui, mais j'appelle ça des bateaux intelligents ou efficaces. Moi, j'aime l'efficacité, j'aime l'intelligence. Je n'accepte pas la technologie d'une voiture top allemande, par exemple, parce que c'est une technologie pauvre. Le modèle de la voiture qu'on connaît, c'est un modèle vieux, commun. Pauvre. Oui, c'est très commun. J'arrive pas à comprendre. Une voiture électrique, c'est autre chose idiote. Ça ne marche pas. Moi, je veux une voiture électrique qui pèse 300 kilos, pas 1500 kilos. Moi, j'ai un bateau, mon dernier bateau, c'est un bateau de 80 tonnes qui peut transporter 200 tonnes. Et ça, c'est intelligent. Et c'est incroyable parce que ce genre de technologie, bien sûr, il y a dans quelques écoles avec quelques personnes vraiment intelligentes, des génies qu'on réussit à trouver. Mais on trouve cette technologie avec des gens assez simples, des pêcheurs qui font les jangadas au nord du Brésil, en Amazonie, dans quelques coins de l'Afrique, dans les îles de l'Atlantique. Probablement les Phéniciens qui ont beaucoup navigué, les navigateurs norvégiens, les Vikings et tout ça. Alors, on a appris à découvrir ce genre de technologie. Et ça, j'aime beaucoup. Et moi, d'une façon, j'ai exprimé ça sur le bateau que j'ai construit. أنا أمام بحيرة إبيرا بويرا وسوا رح نرجع نسترجع السيرة المهنية لأمير كلينك اللي كان أول ملاح بيقطع المحيط الأطلسي ب 100 يوم سنة 1984 وكان معروف أكيد للبروجكت أنتاركتيكا 360 اللي قطع القطب الشمالي ب 79 يوم. رح نرجع كمان نكتشف أكثر عنه وعن حياته العائلية من بعد البريك الإعلاني. Je sais que vous êtes très attaché au Liban. Vous avez déjà fait plusieurs visites. Mais est-ce que vous considérez le Liban un nouvel exploit? Le Liban est un défi pour nous, descendants, de comprendre qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, c'est un coin auquel on est très attaché. Et comme j'ai dit, par exemple, on a un esprit libanais.
sur notre bateau quand on est en Antarctique, qui fait beaucoup de succès, parce que normalement les bateaux là-bas ne sont pas ouverts, et le nôtre, il est ouvert. Moi, j'ai quelques marinas à Paraty, par exemple, et toutes mes marinas, elles sont ouvertes aux personnes. On aime recevoir, bien traiter. Bien sûr, on aime faire de l'argent, de gagner beaucoup, mais d'abord, on veut traiter bien les personnes qu'on reçoit. Et d'une certaine façon, je fais ça sur le bateau, je fais ça à Paraty, dans mes affaires. Donc vous avez été dans le passé plusieurs fois au Liban. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, vos visites. Au début, j'étais très jeune, quand j'avais 16 ans la première fois, et j'avais envie de connaître mes parents, mes cousins, et mes tantes, mes oncles. Et je suis rentré quelques fois au Liban, et maintenant ça fait longtemps que j'y vais pas. On a beaucoup d'envie d'être plus proche. Bien sûr. On a beaucoup d'amis libanais ici au Brésil qui appartiennent bien sûr au monde des affaires, mais au monde de lettres, de la littérature. Et ça, c'est une autre influence qui m'a été assez... Je voudrais parler de la littérature. Vous avez publié plus de 7 livres qui parlent surtout de vos exploits. Je vois que vous êtes un grand lecteur et c'est ce qui vous a mené à l'aventure. Pourquoi cette envie d'écrire? Est-ce pour partager vos moments en solitaire avec les autres? Non, j'aime beaucoup écrire, j'aime bien la langue écrite, la parole écrite, et je suis très exigeant quand je lis, et c'est intéressant parce qu'au Brésil, nous on parle très mal la langue, il n'y a pas de très bonne littérature en général, mais par exemple les journaux, les principaux journaux, quand on lit le texte, il est mauvais. J'ai des grands amis, grands journalistes qui ne savent pas écrire et ça me gêne beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec... C'est aussi un défi alors. Oui, c'est quelque chose qu'on a appris avec j'ai appris ça avec mon père. Il était très exigeant. Il avait une façon très concise de parler, d'écrire. Il avait une puissance dans ses paroles plus importante que d'une mitrailleuse. Et ça, j'aime beaucoup. Et j'étais très étonné quand, après 5 ou 6 voyages avec les filles, elles étaient encore petites, en Antarctique, elles ont décidé de faire un livre, un bouquin. Et elles ont écrit leur livre, et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas aider. Vous allez faire vous-même, toutes seules. Et elles ont fait toutes seules. Et elles ont publié un livre toutes seules qui parle de quoi? Elles ont publié un livre qui s'appelle Vacances en Antarctique, c'était leur expérience, et elles ont une vision ambientale et complètement différente de la mienne, et assez originale, et ça fait maintenant beaucoup de succès au Brésil, c'est incroyable. Il y a les écoles qui ont décidé d'adopter les livres, et elles font 70 présentations par an. Dans des écoles et quelquefois dans des compagnies financières, dans des compagnies d'industrie, des banques et tout ça. Et c'est drôle de voir trois filles de 12, 13, 14 ans en train de parler pour les... Mais ça fait grand plaisir parce que comme vous avez été influencé par votre père, voici que les 3 filles sont influencées aussi par le père, par la passion de la mère, par l'écriture. Mais ça fait plaisir, ça, ce sont des traditions que vous léguez d'une génération à l'autre. Je crois que même inconsciemment, les parents, ils finissent par passer des influences aux enfants. Bien sûr. Donc, ma dernière question, vous dites dans un de vos livres, « J'ai découvert le bonheur de transformer la distance en temps ». Qu'est-ce que cela veut dire, surtout vous concernant? Qu'est-ce que vous avez appris à partir de cette phrase? Une fois qu'on voyage, on peut aller où on veut, si on a choisi en destin, si on a participé des moyens. Et ça ne me fait pas peur, les distances en mer, mais c'est une question de vivre le temps. Alors je ne voyage pas pour le plaisir d'arriver. Moi j'aime beaucoup C'est le voyage lui-même. Oui, lui-même. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a appris avec Jamil, avec mon père. Et il disait qu'un homme doit voyager. Il faut voyager pour comprendre ce qui nous appartient à la maison. Si on n'a pas voyagé, on ne va pas comprendre les privilèges qu'on a chez nous-mêmes.
Bien sûr, j'espère que le temps et les distances vont vous ramener à Big Faya, où sont vos racines. Et j'espère que, je vois que vous êtes, que vous avez les larmes aux yeux et ça me touche aussi. J'espère que la fois prochaine, je vous ferai une interview chez vous à Big Faya. J'espère être tôt au Liban, et pouvoir montrer à nos enfants. Merci beaucoup Amir Klink pour cette belle rencontre et à bientôt au Liban. À bientôt. تعرفنا اليوم على شخصية مميزة جدا، أمير كلينك، اللي التحدي عنده ما له حدود، والمثابرة وأيضا العمل الدؤوب أوصلوه إلى العالمية، ولكن بيبقى لبنان بقلبه وهو الإنجاز الأكبر اللي قريبا إن شاء الله رح يوصل له. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن أمير كلينك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت لتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.